Welkom bij dit gesprek met Marc-Antoine Mathieu en Marcel Ruiters. Twee tekenaars die meer met elkaar gemeen hebben dan je misschien op het eerste ogenblik zou denken. En dat heeft niet alleen met de kleur van hun outfit te maken, dat heeft vooral te maken met hun werk. Want beide maken ze strips met een, nou ja, laten we het zeggen, nogal eigen universum. En dat is precies het thema van de stripdagen dit jaar. Het scheppen van werelden. En als twee auteurs daar ervaring mee hebben, dan zijn het deze twee. Ik laat af en toe een klein beetje pauze vallen voor de vertaling. Laat ik eerst maar eens heel algemeen beginnen. Kennen jullie elkaars werk überhaupt? Sinds kort. Sinds Sherpa, toevallig ook mijn uitgever, mijn collega's werk heeft uitgegeven, heb ik er kennis van kunnen nemen. En daarvoor kenden jullie het niet? Hè? Alleen van naam. Oké. En u, meneer Mathieu, kende u het werk van Marcel Ruiters? Non, je ne connaissais pas. C'est l'occasion de le découvrir. C'est un univers effectivement singulier, très intéressant. Dat is het zeker. Maar dat is dat van u ook. Want dat is hetgene wat jullie allebei gemeen hebben. Jullie maken een heel eigen universum met eigen wetten. Het is deels humoristisch, het is deels bedoeld om de lezer een beetje aan het denken te zetten. Eerst maar even een hele algemene vraag. Meneer Mathieu, als u begint aan een album, wat heeft u dan voor ogen? Wat wilt u het liefst bereiken bij uw publiek? Ça dépend des livres. Il y a des livres qui sont déjà très écrits à l'avance. Et il y a d'autres livres qui ne sont pas du tout écrits à l'avance. Il y a certains livres qui ont un univers très singulier dès le départ. Et d'autres récits où l'univers se fait petit à petit et se fait dans une espèce de recherche un peu, je dirais, une recherche de laboratoire. Donc voilà, ça dépend vraiment des livres. Je ne peux pas dire d'ailleurs que j'ai un univers, je pense en avoir plusieurs, comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, comme beaucoup de créateurs, parce que en général, on ne se satisfait pas d'un monde. Si on aime chercher, si on aime se surprendre, forcément on est amené à en créer plusieurs. Et aussi à en créer plusieurs avec des logiques, des méthodologies, j'ai envie de dire presque, à chaque fois des sentiers différents, des chemins différents. Maar wat beoogt u? Wilt u eigenlijk het publiek vooral van maken of wilt u ze aan het denken zetten? Je crois que peut-être ce qui fait aussi que l'on est des créateurs, c'est que nous n'avons pas forcément d'objectif. Je pense que quand on voit une bande dessinée, on croit qu'il y a eu un objectif derrière. En fait, pas beaucoup. Je pense que l'artiste en général ne maîtrise pas tout ce qu'il fait. Je ne sais pas si j'ai voulu faire rire les lecteurs. J'ai simplement développé quelque chose naturellement. Parfois ça me fait rire, parfois ça m'angoisse un peu, parfois j'ai des doutes. Bon, je navigue un peu à vue. Simplement, ce que je cherche surtout, c'est de me surprendre. Et quand j'arrive à me surprendre, je me dis que peut-être ça peut surprendre aussi le lecteur. Ja. En geldt dat ook voor jou, Marcel? Of heb jij wel een duidelijk doel voor ogen als je aan een nieuw project begint? Ik ben het heel erg eens met het woord ontevredenheid, wat hij noemde. Een kunstenaar moet in feite ontevreden zijn met datgene wat er al is. Je wil iets toevoegen aan wat er al is. En dat brengt je tot plaatsen die je niet kent. En verder, je hoopt natuurlijk dat je een lezerspubliek weet te bereiken dat
op ongeveer dezelfde manier geamuseerd is bij het lezen van je werk als jij had als maker tijdens het maken ervan. En ook het element van verrassing is erg belangrijk. Ook hier sluit ik me helemaal aan. Ik zeg altijd zo, de lezer wil graag weten wat er op de volgende pagina gaat gebeuren. Datzelfde geldt voor de maker, alleen hij zal het zelf moeten creëren. Als je dat zo zegt, dan klinkt het, als je jezelf ook wilt verrassen, alsof je heel erg improviseert als je aan een album begint. Is dat zo? Ja, ik zie het als een soort evolutieproces. De evolutie in de natuur heeft ook geen doel. Het idee van creatie is natuurlijk door de godsdienstige interpretatie van de natuur zo gevormd dat het stelt dat er een vooropgesteld idee was. Maar je kunt een idee niet kennen voordat je het idee krijgt als maker. Nee, maar je bent nu bezig bijvoorbeeld met een serie albums die zich afspelen in 1913. Het Negende Eiland cyclus, zal ik het maar even noemen voor het gemak. Als jij aan een album begint, heb je dan niet een idee waar je uit wilt komen? Je hebt een vaag idee van wat er zou kunnen gaan gebeuren. Maar je laat je leiden tot je inspiratie. Dus het niet weten is net zo belangrijk als het wel weten waar je mee bezig bent voor een kunstenaar. En juist die onzekerheid zal sommige beeldmakers misschien afschrikken. En daarom werken ze graag een opdracht waar een aantal parameters zijn vastgesteld. Maar anderen met een meer, laat ik zeggen, artistieke inslag vinden die onzekerheid juist spannend. Dat is juist wat hen drijft. En hoe zit dat bij u, meneer Mathieu? Als u aan een... Nou, laten we als voorbeeld nemen de serie Maurits Cornelis van Esch, in het Frans akkervak. Als u begint aan zo'n album, wist u van tevoren waar u uit wilde komen? Had u een uitgewerkt scenario of improviseerde u ook? Au début, non. Le premier Julius, l'origine, c'était un livre qui devait être tout seul. C'est un livre normalement, il ne devait pas y avoir de suite. Et c'est c'est exactement ce que dit Marcel, c'est-à-dire que on ne contrôle pas tout, loin s'en faut, donc on fait un premier pas et puis on en fait un deuxième. C'est un peu comme quand vous vous promenez dans la campagne. Bon, est-ce que vous savez vraiment où vous allez? Non, pas forcément. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir? C'est impossible. Tout se fait un petit peu... tout s'enchaîne. Ça aurait pu s'arrêter, ça a continué. C'est vraiment pas évident de savoir pourquoi on continue et pourquoi on marche. Pourquoi quand on marche, on perd l'équilibre pour se rattraper. C'est simplement parce qu'il y a une espèce de force qui nous entraîne à aller plus loin. Je pense, comme Marcel, qu'effectivement, ça doit venir du fait que le monde ne nous convient pas complètement. Bon, donc on a un peu la prétention de vouloir en substituer un autre. On essaie de le faire un peu avec humour, pour pas que ce soit trop difficile à avaler, quoi. Okay. Wat u doet in uw albums is dat u ook heel erg speelt met de wetten van het medium strip. Dat doet Marcel overigens ook. En ik weet van Marcel, die ken ik al iets langer, dat hij een enorme fan is van het werk van Fred, de serie Filemon. Geldt dat voor u ook? Oui, bien sûr. J'ai grandi avec l'univers de Filémon et puis aussi du Petit Cirque, enfin tout l'univers de Fred, qui est un formidable raconteur. C'était aussi une voix, c'était quelqu'un qui faisait aussi de la radio. C'est quelqu'un un peu qui était, comment dire, un artiste qui visitait aussi d'autres formes. En France, il a eu une influence énorme, gigantesque. Ça fait partie de ces génies qui influencent tranquillement et doucement, sans trop faire de bruit d'ailleurs, toute une génération dont je fais partie. Ouais. Ja, maar dat geldt ook voor jou, hè Marcel? Jazeker. Ja. Alleen Fred heeft natuurlijk niet zo'n grote invloed gehad op de Nederlandse cultuur buiten de stripwereld.
Dat is een verschil. Maar ik denk dat Filemon een heel goed voorbeeld, een zeldzaam voorbeeld is van een klassieke stripreeks die eigenlijk met de jaren beter is geworden. In plaats van dat het zijn glans verloren zou hebben. Invloeden. Laten we het heel even over invloeden hebben. Kijk, bij u, meneer Mathieu, is het niet heel moeilijk om bij het scheppen van het universum daar ook een beetje Kafka in te lezen. Hè? De hoofdpersoon in het Frans, in het Nederlands, de serie Maurits Cornelis van Esch heet Akkervak. Dat is een omdraaiing van het woord Kafka, de naam Kafka. In het Nederlands is de hoofdpersoon vernoemd naar Escher. Heeft u nog meer mensen die u beïnvloed hebben? Vous dire d'autres auteurs Of kunstenaars? Oui. Oui, d'accord. Bah, oui, bien sûr, il y en a énormément. Je pense à quelqu'un comme Francis Mas, qui est un grand auteur de bande dessinée français, lui aussi pas très connu, mais grand génie. Et puis, bon, je ne vais pas commencer à citer tous les auteurs de bande dessinée français. Ils sont nombreux à avoir dans les années 70 et 80 nourri d'une manière extraordinaire la bande dessinée, quoi. C'est vrai que c'est devenu un peu un terrain privilégié pour l'imagination, pour la réflexion, grâce à beaucoup d'auteurs qui venaient d'univers très différents, qui venaient de l'art plastique, des arts appliqués. Certains venaient de la littérature, d'autres avaient fait de la philosophie. Donc on a vu dans les années 70 et 80 un enrichissement de la, comment je pourrais dire, de la planète bande dessinée, de la psyché presque bande dessinée. Avant, on était dans des récits, on va dire, un peu dans les clous, qui s'adressaient aux enfants, aux préadolescents, et puis aux préadolescents qui continuaient de grandir, qui devenaient vieux, mais qui étaient toujours un peu préadolescents. Et il y a eu comme ça une espèce d'âge d'or où vraiment la bande dessinée a pris la mesure du monde et a pris la mesure de ses capacités aussi. Et moi, j'ai grandi en étant enfant et adolescent avec tous ces auteurs qui émergeaient. Donc c'était un peu comme un espèce de feu d'artifice de beauté, de complexité aussi. Et ça, c'est très très formateur. Quand on a eu la chance de vivre ça et qu'on dessine un petit peu soi-même, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Tout ça pour dire qu'on est vraiment les enfants d'autres artistes qui sont évidemment passés avant nous. Ja. Hoe zit het bij jou, Marcel? Het tijdvak wat ik heb gekozen voor mijn laatste paar boeken is in feite het tijdvak zoals Jacques Tardy het al heel alomvattend heeft vormgegeven. En zijn stempel op die tijd is zo immens dat ik het zeker een kwart eeuw niet heb aangedurfd om dit ook aan te pakken. Want als die invloed zo groot op je eigen werk is, dan loop je het gevaar om zelf dingen te maken die een tweedehands karakter zullen hebben. Dus ik wilde dat wel graag, maar ik wist niet hoe ik dat moest vermijden. Dus op een gegeven moment zag ik in dat Jacques Tardy zich met name heeft laten beïnvloeden door de pulpromans en de hoaxes van dat tijdvak. Dat inspireert hem. En de middenklasse cultuur van die tijd. Maar toen zag ik dat die tijd ook een heel andere dimensie heeft gehad. Namelijk dat is de geboorte van de moderne kunst, bij wijze van spreken. De ismes van de 20e eeuw worden dan geboren. Moderne kunst, abstracte kunst is nog sterk verbonden met het spiritisme. Spiritisme is nog niet gescheiden van wetenschap. De wetenschap maakt dan een stormachtige ontwikkeling, een soort puberteit door. En toen dacht ik van ja, dit zijn allemaal thema's die Jacques Tardy niet interesseren. Dat wordt mijn ingang.
En naast de strip-invloeden die ik natuurlijk zoals iedere maker gehad heb, ben ik gewoon heel erg beïnvloed door boeken over wetenschap, over evolutie, over kunstgeschiedenis. Een van mijn favoriete boeken heet The Phantom Atlas en dat sluit ook aan op de wereld van Filemon. Want dat is een boek over oude wereldkaarten waarop eilanden zijn getekend die niet bestaan. Maar ze bestaan wel eeuwenlang in de geest van de mens en van zeevaarders die ernaar zoeken, totdat Google Earth daar een einde aan maakt. Tot zeer recent zijn er dus van die spookeilanden geweest, eeuwenlang. En dat zijn fascinerende dingen. Ja. Meneer Mathieu, u maakt al heel lang strips, maar... Je voulais juste compléter un petit peu ce que disait Marcel concernant les influences. Peut-être quelque chose d'intéressant à compléter, c'est de dire que la bande dessinée, les auteurs de bande dessinée, enfin j'ai remarqué ça, c'est que ils ont des influences très très variées, très très diverses. Et même à l'intérieur d'un auteur de bande dessinée, il y a énormément de curiosité pour tout ce qui l'entoure, et c'est pas forcément le cas des fois d'autres arts. Et je me dis que peut-être des fois c'est dû au fait que la bande dessinée n'a pas de, comment dire, elle n'a pas la pression de l'excellence de son médium, de l'excellence de son art. Et on a souvent des auteurs qui sont très très intéressants, avec qui on peut discuter de choses assez loin, assez profond, justement, en histoire, en philosophie, dans les sciences, beaucoup. Ça fait un petit peu comme certains auteurs de science-fiction, vous voyez, qui sont parfois très très pointus dans des domaines aussi différents que la psychologie ou la philosophie ou les mathématiques, par exemple, mais dont ça ne se voit pas beaucoup parce que ça se cristallise dans un objet assez trivial qui s'appelle une bande dessinée ou un roman de science-fiction. Voilà, donc ça c'est intéressant à dire. Et je pense que la bande dessinée est riche aussi de ça, de ces influences et de ce décloisonnement aussi des savoirs, le décloisonnement des connaissances, cette porosité entre les influences qui créent souvent des histoires singulières aussi, très particulières. Ça, je pense que c'est une des spécificités peut-être de la bande dessinée. C'est qu'elle est affranchie d'un devoir de faire dans l'excellence. C'est un peu la chance des artistes qui travaillent, comment dire, sur des arts un peu de second plan. Les chansonniers, les auteurs de bande dessinée, un auteur de polar aussi, un petit peu de ça. Voilà. Okay. Nou maakt u al heel lang strips. Pas de laatste jaren worden die vertaald. Ik wilde het heel even met u hebben over uw serie Maurits Cornelis van Esch. Want wat daar aan opvalt is dat u niet alleen een heel eigen universum schept, maar dat u ook iets doet met de boeken zelf. In het eerste album zit er een gat in een pagina. In het derde album zit er een ingewikkeld spiraal wat weer aan een volgende pagina zit vastgeplakt. In een nog niet vertaald deel zit een 3D-bril bijgeleverd. Heeft u wel eens een uitgever gehad die zei van ja, sorry, maar dat gaan we niet doen? Bon, non, parce que aujourd'hui, les machines permettent de faire ce genre d'astuces, de stratagèmes. Bon, ici, on est dans une salle de théâtre, il y a peut-être des trappes, il y a des systèmes pour faire apparaître de la lumière ou faire de la fumée ou des choses comme ça. Ce n'était pas forcément le cas il y a un siècle. Et là, aujourd'hui, dans l'acte d'imprimer un livre, il y a aussi l'acte de le faire bouger dans ses lignes en tant qu'objet. C'est possible aujourd'hui de faire des collages. Moi, mes livres, d'ailleurs, ils ont c'est des éléments qui sont enchâssés en fait dans l'aventure graphique du livre, mais c'est très pauvre finalement par rapport à beaucoup de livres de pop-up qu'on appelle pop-up pour les livres pour enfants, par exemple, où là on a des univers entiers qui se déploient avec souvent des astuces
vraiment incroyable, quoi. C'est d'ailleurs un petit peu dommage qu'on n'en fasse plus en Europe. Tout ça, c'est édité en Chine. C'est un peu dommage qu'on ait externalisé ce type de livre-objet, parce que ça pourrait être vraiment un champ d'investigation pour beaucoup d'auteurs et pour beaucoup évidemment de lecteurs, quoi. Ja. Il faudrait faire revenir cette production en Europe, ce serait bien. Oké. U zei, het was eigenlijk de bedoeling dat de serie maar uit 1 deel zou bestaan. Waarom heeft u besloten er toch een serie van te maken? J'ai pas décidé d'en faire une série non plus. Non, c'est un livre, on appelle un autre, puis un troisième, puis un quatrième. Je vous dis encore une fois, c'est dur de savoir. Là, les 3 derniers livres que j'ai faits, il y a eu 9 ans entre chaque. Je suis même pas bien sûr que ça peut être encore une série, puisque dans l'avant-dernier, le personnage n'est quasiment plus là pendant toutes les pages, puisqu'il a loupé l'histoire. Donc en fait, ça part complètement ailleurs. Le héros n'est plus là. Non, simplement, encore une fois, on crée quelque chose, et puis insidieusement, on s'aperçoit que cette chose-là finit par nous créer aussi. Vous voyez, c'est toujours un peu la même histoire avec l'humain qui crée des outils, et ensuite, les outils finissent par le créer aussi un peu. Vous voyez, c'est pas unilatéral, une création. C'est quelque chose il y a un feedback. Je me souviens, j'en avais discuté avec Möbius, qui lui-même allait plus loin dans cette idée-là, puisque lui développait l'idée que ce qu'on fait nous définit. Par exemple, il aurait dit de notre dessin, Marcel à moi, que c'était certainement un peu noir, que ça reflétait quelque chose de noir qu'on a en nous. Il pouvait penser ça, mais sans aller forcément jusque-là, ce qui est certain, c'est que ce qu'on fait nous échappe. Ça c'est sûr. Parce que de toute façon, on ne peut rien contrôler à la base de notre création. Donc c'est complètement logique que ce que l'on fait en retour nous redéfinit. Maar als wij uw albums lezen, wat zegt dat dan over u? Ça, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment au lecteur de le savoir, de s'amuser à lire quelque chose là-dedans. Ce qui est certain, c'est que Julius est une partie, le personnage de Sens est certainement quelque chose d'autre. Dans Du en personne, il y a une espèce de concert un peu comme ça, choral, sur l'humanité. Donc chaque album, chaque livre, ou même chaque scénographie aussi, puisque je fais également de la scénographie par ailleurs, peut dire des choses de moi, mais ça peu importe. C'est ce qui, en définitive, certainement que tout ça a un sens, et tout ça fait qu'il peut y avoir une forme de vérité, ou en tous les cas une forme d'harmonie globale de tous ces livres, de toute cette création. À chaque fois, ce sont des parcelles, des cailloux un peu informels ou informés. Voilà, donc tout ça forme forcément du sens. Mais, et forcément qu'on y met de nous-mêmes, ça c'est certain. Mais je pense que c'est aussi simplement l'acte de donner quelque chose, encore une fois, une surprise qui nous a été faite peut être donnée. C'est-à-dire, on a eu la chance de travailler, de travailler la surprise, sans doute parce qu'on ne voulait pas s'ennuyer. Bon, donc, ok, on travaille cette surprise, on va la chercher. De temps en temps, elle arrive. Comment la restituer? En fait, tout le travail consiste à ça. Comment restituer cette surprise qui a été donnée, ce qui a été trouvé comme ça dans la promenade, on va dire. Voilà, c'est ça le truc. Il faut réussir à restituer ça le plus fidèlement possible pour que le lecteur, à son tour, puisse être surpris, quoi. Marcel, niet de auteur maakt het werk maakt de auteur. Even kort samengevat. Herken je dat? Tot op zekere hoogte. Wat voor mij ook meespeelt is dat ik een tijd lang recensies heb geschreven. Ik doe dat in feite sporadisch nog steeds.
Wat betekent dat je hebt geleerd het werk van andere auteurs te analyseren. Nou, die kunde kun je ook toepassen op je eigen werk. En dat lijkt analytisch, maar het kan ook juist heel inspirerend te zijn door te ontdekken wat nou de bepaalde essenties van je werk zijn. Zonder dat je dat gerealiseerd had. Dus daar kun je juist het vergrootglas op richten. En daardoor kun je dus nieuwe dingen ontwikkelen. Dus op een gegeven moment... kijk, mijn verhalen ontstaan ook heel spelenderwijs. En ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk gekkigheid aan elkaar te breien. Met een soort van structuur. Maar waar het in feite over bleek te gaan, is het medium strip zelf. En toen dacht ik van, ja, wat is het nu eigenlijk dat strips zo'n eigenaardig en soms miskend medium maken? En dat is dat er altijd een suggestie van tijdsverloop, want beweging betekent tijdsverloop, dat wordt uitgedrukt in stilstaande beelden. En die stilstaande beelden volgen elkaar op. Dus daar zit een speelse paradox in gevangen. Dat die tijd zowel stilstaat als voortschrijdt. En er is geen enkel medium waarbij dat zo duidelijk plaatsvindt. Een thema wat in mijn verhalen regelmatig de kop opsteekt is gevangenschap bijvoorbeeld. Stripfiguren bevinden zich altijd in een soort cel. Een plaatje is omkaderd en daarin zitten ze in gevangen. Tegelijkertijd is het kader juist het geraamte van een stripvertelling. Het is een gevangenis, maar doordat het een continue opvolging van dat soort plaatjes bestaat, betekent het juist ook het tegenovergestelde, namelijk vrijheid. En dit zijn paradoxen waar je op zoveel manieren mee kunt spelen. Dit is iets wat mij op een gegeven moment heel erg is gaan fascineren als maker. Ja. Nu zei jij al, en dat geldt voor jullie allebei, jullie werk, dat je heel erg speelt met logica. Je zet de logica op zijn kop, vaak improviserend ga je ergens naartoe, je speelt met de wetten van het medium. Heb je ook wel eens gehad dat jij iets teruglas en dacht, nee, dit is gewoon echt niet meer te begrijpen voor de lezer? Ik voer soms inderdaad correcties uit voordat het boek nog naar de drukker gaat. Maar tegelijkertijd denk ik dat veel speelse, intuïtieve beslissingen op het vlak van een verhaal vertellen de juiste zijn. En ik heb een beetje een soort wandtegel die ik hierbij hanteer. Is namelijk dat intuïtie in feite hetzelfde is als de rationele benadering, alleen sneller. Hoe geldt het voor u, meneer Mathieu? Heeft u ook wel eens dat u uw werk terugleest en denkt van, jeetje, wat heb ik nu? Ik heb nu iets gemaakt dat is echt niet meer te begrijpen voor de lezer. Oui, ça peut arriver d'avoir un petit peu des doutes. De toute façon, on a toujours des doutes. Mais moi, je rejoins Marcel, c'est-à-dire qu'il faut... je pense que la création, c'est avant tout de l'intuition. La difficulté, c'est plutôt que cette intuition passe bien. C'est-à-dire qu'il faut restituer l'intuition qu'on a eue. Et c'est peut-être là où des fois on a des doutes. On se dit, est-ce qu'on a bien utilisé les bons mots ou la bonne forme ou les bons signes pour que ce soit restitué. Donc tout le travail effectivement est là. Mais je pense que l'idée première, l'idée originelle, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. Si elle nous surprend, si elle nous tient, si elle fait sens en nous, c'est OK. Il n'y a pas à la remettre en cause. Ouais. Ja. Nou is het werk wat van u wordt uitgegeven nu is vaak al wat ouder werk van u. Hoe verhoudt zich dat met het werk wat u tegenwoordig maakt? En hoe kijkt u terug op uw oudere werk?
Comment je le vois, c'est-à-dire comment je le vois, quel jugement je porte dessus. Bent u er nog steeds tevreden over bijvoorbeeld? Ah oui, oui. Ah bien sûr, oui, oui, oui. Non, tous les livres que j'ai faits, j'en renie aucun, si c'est ça la question. Non, tout est, pour moi, tout était complètement OK quand je les ai faits, et ça l'est toujours. Ah, ça c'est sûr. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas fait tant que ça. Je pense que je faisais des livres, enfin j'en fais toujours, que à partir du moment où je sais que c'est ça et qu'il n'y a rien à enlever ou rien à rajouter. Après, oui, il y a des gens forcément qui passent à côté, qui ne comprennent pas, ça c'est normal. D'autres gens qui comprennent très bien, ça c'est l'histoire du monde. On vit avec des différences de perspective, des pensées qui nous singularisent. Et donc, on sait très bien qu'on va parler à un nombre restreint de personnes, c'est complètement logique. Mais ce qui compte, c'est la qualité de l'échange entre ce que l'on fait et ce qui va être reçu. C'est cette qualité-là qui doit être irréprochable. Et c'est pour ça que tout le travail, c'est la fidélité entre ce qu'on a pu, ce qui nous a surpris, et la surprise qu'on va restituer. Et cette surprise-là, si elle passe, ça fait un ensemble de personnes, une famille, une petite famille, alors elle peut s'appeler, oui, qui va de temps en temps voir Julius Corentin Hackfack, mais effectivement, les lecteurs de Sens ne lisent pas forcément Julius Corentin Hackfack, c'est des familles différentes, mais il y en a quand même, donc c'est intéressant aussi. Donc j'ai envie de dire que plus les livres que je fais sont différents, et plus la famille, comment dire, le dénominateur commun, évidemment, se rétrécit aussi. Mais en même temps, le lectorat s'agrandit, puisque livre après livre, il y a un lectorat qui s'élargit. Oké, zullen we één boek er nog even uitlichten? Dat is namelijk het meest recente boek wat van u is vertaald. Dat is De Tekening, Le Dessin. Kunt u misschien iets vertellen over hoe dat album is ontstaan? Oui, alors ça c'est un album qui s'est fait avec plusieurs composants. C'est parti de l'idée d'une absence, de trouver, il fallait que je trouve un terrain pour raconter cette histoire d'absence à travers une amitié qui s'était construite autour de l'art. Et j'avais pas envie de le travailler d'une manière justement psychologisante, comme parfois ça peut se faire. J'avais envie de la traiter de manière plus poétique. Alors ça changeait effectivement des Julius, parce que Julius Corentin Hackfack, il y a de l'absurde, mais du nonsense, un peu nonsense, voilà, et de l'absurde, donc avec un espèce d'humour qui peut être noir, avec peut-être un peu de philosophique dans les recoins, alors qu'avec le dessin, on est dans un univers plus réaliste, et puis, mais en même temps, un univers réaliste qui glissait petit à petit dans une forme de poésie. Après, qu'est-ce qui a prévalu au texte lui-même? Ça, c'est toujours plus difficile à dire. C'est un peu des circonstances, la vie qui, à un moment donné, vous joue des mauvais tours. Là, par rapport au dessin, évidemment, c'était un peu la mort d'un ami qui revenait à l'esprit. Et là, il y a eu ce croisement, en fait, de choses, à la fois faire un livre différent avec de la poésie, parler peut-être un peu de l'art, parler de cet ami, et tout ça se cristallise et forme un récit, effectivement, particulier, singulier, toujours en noir et blanc, mais très différent des Julius, puisqu'on avait 2 cases par page, donc c'était vraiment un récit qui se posait, tentative aussi d'essayer de raconter une histoire différemment, en introspectif, très peu de bulles. Voilà, donc avec un lecteur qui, en lisant un texte sous image et qui
qui pense un peu comme le narrateur. Et là, il plonge dans l'intimité d'une réflexion, d'une liaison, à la fois d'un drame et en même temps d'une beauté, puisque le livre se termine par une épiphanie qui permet pas de régler, on va dire, le chagrin, mais de le rendre résilient, pour utiliser un mot un peu à la mode, mais il existe, donc je l'utilise. Marcel, zou jij iets kunnen vertellen over het ontstaan van je huidige serie? In welke zin? Nou, wat had je voor ogen? Je begon een paar jaar geleden met Het Negende Eiland. Hè? Oké. Was dat toen nog een losstaand album? Of had je toen al bijvoorbeeld Nee. voor ogen dat je meer wilde? Ik had dat alleen bedacht als een losstaand album. Ik had toen een heel groot project achter de rug. Ik had 5 jaar besteed aan het maken van een biografie over Jeroen Bosch. En wat je bij schrijvers en kunstenaars vaak ziet na het afronden van een groot project, is dat ze in een zwart gat vallen. En dat is mij niet overkomen. Eerder het tegenovergestelde. Er was juist heel veel energie die vrijkwam toen ik eenmaal begon te schetsen. Na eigenlijk maar vrij kort te hebben nagedacht over een paar favoriete thema's. Ik speel in mijn verhalen wel vaak met het thema van een writersblok. Ik maak daar grappige scènes over, maar het is natuurlijk ook iets waar iedere maker eigenlijk bang voor is of hoort te zijn. En dat werd een boek van op de kop af 200 pagina's. Maar het was ook, net als mijn biografie over Jeroen Bosch, een verhaal geworden over een familie. Er is aan het eind zelfs een derde generatie die zich aandient. En van die derde generatie was er de kleindochter Paula, die dan nog een kind is van, laten we zeggen, een jaar of 8. En dat was een personage wat heel veel charisma voor mij had. En toen begon ik langzaamaan te denken van ja, hoe zou het met haar verder gaan als ze misschien een jongvolwassen vrouw is. En dat is een soort nieuwsgierigheid waar je dan door kan laten leiden. En dan komt er vanzelf een nieuw boek, omdat je gewoon nieuwe zij-in- of uitgangen in je product hebt gezien. Ja. Zijn er trouwens, voordat we verder gaan, mensen in de zaal die ook vragen hebben, dan kan dat. Dus ik moet een beetje tegen het licht inkijken, maar als je je hand opsteekt, dan krijg je gewoon het woord. Nee? Dan gaan we gewoon nog even door. Want wat ik me wel afvraag bij jou, Marcel, jij zei van ik had 5 jaar aan een project gewerkt. Dus daar proef ik toch een beetje uit dat je zegt, ik had even zin om iets uit de losse pols te doen. En vervolgens heb je je wel min of meer nu weer vastgelegd aan een project wat maar liefst 6 albums moet gaan bestaan. Ja. Wat doe je zelf aan? Ik doe mijzelf iets aan wat me veel plezier oplevert. Ik denk sowieso dat een zelfstandig auteur zich niet serviel ten opzichte van een publiek moet opstellen. Hij moet daar zelf heel veel plezier aan beleven, want dat straalt vanzelf af op de lezer. Ik denk niet dat ik zelf graag strips of andere kunstuitingen zie waar de maker met de pest in zijn lijf aan heeft gewerkt. Dat voel je gewoon, of iets vanuit het hart komt of vanuit winstbejag of wat dan ook. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over. Ik ben ook niet zozeer bezig met wie mijn publiek is. Ik denk dat heel veel, ook heel geslaagde auteurs zullen zeggen van ja, ik ben in de eerste instantie mijn eigen publiek en de rest volgt daarna. Ja. Geldt dat ook voor u, meneer Mathieu? Bent u uw eigen publiek en de rest is meegenomen? Oui, complètement.
ce que j'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a... Et puis bon, en plus, moi j'avais la chance aussi, enfin la chance, c'est pas forcément une chance, mais je n'ai pas cherché à vivre de la bande dessinée. Donc ça, effectivement, c'est une chance de pouvoir se détacher de cette contrainte d'en vivre. Ça, effectivement, je me suis souvent mis à la place d'un auteur de bande dessinée qui cherche à gagner sa vie avec. Et ça, effectivement, ça peut être un handicap. Parce que ça veut dire qu'il faut impérativement trouver des idées. Il me semble que l'angoisse de la page blanche, ça vient, je pense, un peu de là. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi il y aurait une angoisse de la page blanche. S'il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idée. Pourquoi avoir peur de ne pas avoir d'idée? Bon, c'est quelque chose d'intéressant. Ça, ce serait on va presque avoir un petit peu une discussion là pour ça. Mais moi, je ne l'ai pas vraiment eu parce que quand j'avais plus rien à raconter, je ne me racontais pas. Ça m'est arrivé d'ailleurs pendant 4 ans, 5 ans même, entre 96 et 2000. Les histoires n'étaient plus là. Je ne suis pas forcé. J'ai complètement laissé et c'est revenu. Et puis il y a des trous, il y a des blancs. Il faut que les choses soient mûres, il faut qu'elles soient à maturité pour qu'elles puissent déjà vous surprendre et vous emmener. Vous voyez, il y a aussi ça, il y a bien sûr la surprise, mais s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de surprise. Ja. Nou hebben wij in Nederland al snel het vooroordeel van, nou ja, de stripwereld in Nederland is heel klein en daar kun je moeilijk van rondkomen. Maar in Frankrijk, nou dat is een enorm taalgebied. Nou, die tekenaars daar, die kunnen er wel van rondkomen. Kunt u inmiddels leven van uw werk? Oui, c'est le cas peut-être maintenant. Maintenant, je pourrais sans doute en vivre parce que j'ai fait une vingtaine de livres et qu'ils sont justement, par exemple, traduits en Hollande. Donc, enfin bon, comme ils sont traduits également en Chine, en Italie, en Espagne, au Brésil, etc., effectivement, ça rapporte un peu plus d'argent. Et puis, j'ai une communauté qui me suit aussi un petit peu. Donc, même si tout ça s'étale et puis fait aussi la place aux jeunes, c'est-à-dire que ça n'a pas grossi non plus d'une manière fantastique, mais bon an, mal an, les livres étant réédités, ça fait que je pourrais arriver à en vivre, mais j'ai mis 30 ans à en vivre en fait. Les premières années, les premiers livres étaient très peu vendus en France, ça a mis du temps. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes auteurs, pour vraiment, encore une fois, abonder dans le sens de Marcel, cette intuition-là, c'est elle qui doit vraiment être première. Évidemment, jamais se décourager, d'une certaine manière. Il y a une forme pas de ténacité pour absolument faire de la bande dessinée et en vivre. C'est pas cette ténacité qui compte, c'est la ténacité de rester quand même persuadé que si quelque chose nous pousse à raconter quelque chose qu'on a en nous, ça a du sens. Ça a du sens et l'aventure est vraiment intéressante à vivre et elle doit être vécue. Et c'est pas forcément la vivre d'une manière 24 heures sur 24 ou 12 mois sur 12. Non, il faut la vivre quand elle est là, il faut la vivre. Après, s'il n'y a plus rien pendant un certain temps, c'est pas grave. Au moins, on aura vécu cette aventure assez particulière qui est de sortir un truc de nous et de le proposer à d'autres. C'est ça. Okay. We moeten zo langzamerhand een klein beetje naar een afronding. Maar ik heb nog wel een vraag aan jullie allebei. Jullie zeggen allebei van, we improviseren graag. We laten ons graag leiden tot in wat ons opkomt. Nou zijn jullie inmiddels allebei redelijk ervaren verhalenvertellers. Hebben jullie inmiddels het geheim gevonden waar die verhalen dan vandaan komen? Hebben jullie inmiddels een manier gevonden om te voorkomen dat het ooit opdroogt? Moi d'abord, non, franchement non, parce que
Non, c'est pas possible de savoir, parce que si on savait, ça voudrait dire que ce serait reproductible, que ce serait écrit d'une certaine manière. C'est marrant d'ailleurs de parler d'écriture, mais non, je pense que la seule manière comment dire, d'entrevoir le sens de ça, c'est simplement d'être un peu à l'écoute, d'être vraiment à l'écoute de soi-même. Moi, il m'arrive de faire des interventions dans des écoles, dans des universités, les écoles d'art, et ce qui est important de donner comme parole, c'est de bien expliquer que ce qui est important, c'est de passer du temps avec soi-même. On est dans un monde qui de plus en plus fabrique des outils pour nous éloigner de nous-mêmes. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité aussi. Mais depuis 30 ans, là, les outils, ils deviennent quand même ça devient des écrans à nous-mêmes, des écrans justement, oui. Et donc, oui, passer du temps... alors on peut tout à fait imaginer une société humaine qui fasse communauté, un peu comme des termitières et des fourmilières, avec des machines qu'on aura créées et qui vont devenir nos parasites. Mais tout ça peut avoir du sens. Certains philosophes d'ailleurs jugent qu'il y a peut-être comme ça une mutation très très forte, très importante qui est en train de se jouer là, de se tramer, tellement grosse qu'on ne la voit pas, mais une espèce d'interface comme ça. Je pense que nous, les artistes, on peut essayer de témoigner de ça et de dire que non, il peut y avoir ces résistances-là. Je ne sais pas si elles sont valables ou si elles sont très, très pertinentes. Ça, l'avenir le dira. Mais en tous les cas, voilà, au moins avoir l'intuition qu'en écoutant, si on a une énergie pour dire quelque chose, prendre le temps d'aller le chercher, d'essayer de le restituer. Et puis, ça marchera ou ça marchera pas, c'est pas grave. Mais cette aventure humaine, elle commence bien sûr par nous et notre écoute, le silence qu'on a en nous. Quoi. Ouais. Weet je, heb je inmiddels een antwoord bedacht, Marcel? Pardon? Heb je inmiddels een antwoord bedacht? Ik heb er een paar dingetjes aan toe te voegen, maar ik ben het heel erg mee eens. Het gaat niet om het ontwikkelen van een methode van verhalen vertellen. Dat leidt alleen tot afgekloven formules. Dat is de Amerikaanse cinema die volgens bepaalde methodes die tot eerdere succes hebben geleid. Dat wordt gewoon nageleefd. En dat is een hele mechanische manier van kunst bedrijven. Ik denk waar het om gaat is inderdaad intuïtie. Je intuïtie volgen en zelfvertrouwen. Dat is juist hetgene wat misschien veel gevraagd is voor jonge beginnende auteurs. En ik vond het ook erg goed dat je verwees naar jonge auteurs. Maar gaandeweg wordt dit makkelijker. Als je maar doorzet met datgene wat je kiest te doen met je leven, dan groeit ook de ervaring en je zelfvertrouwen. Bepaalde dingen worden dan ook gewoon makkelijker. En dan hoef je ook niet zo hard na te denken over hoe je iets moet aanpakken. Het gebeurt gewoon. Dus dat leidt tot meer vrijheid van denken en vrijheid van creëren. Dus in die zin is ouder worden een geschenk. Goed. Mag ik jullie allebei hartstikke bedanken voor jullie tijd. Dames en heren, beide auteurs signeren nog beneden zometeen. Zou ik u mogen vragen alsjeblieft de koptelefoontjes in te leveren in de hoek. En dan dank ik jullie voor jullie tijd. Dus,